Bonjour à toutes et à tous. Je crois que ça y est, vous nous entendez. Normalement, c'est bon. Je vais me relancer, du coup, dans mon accueil. Je vous remercie d'être aussi nombreux et nombreuses à la fois à vous être inscrits et à nous avoir rejoints et à vous intéresser à ce sujet qui nous intéresse nous aussi. Alors nous, c'est Sophie et moi, Claire. On travaille chez Tout est possible, qui est une association qui cherche des solutions innovantes en matière d'insertion professionnelle et de retour à l'emploi. Et dans ce cadre-là, on travaille avec toute la chaîne du retour à l'emploi, à la fois les bénéficiaires, l'écosystème de l'insertion et puis les employeurs, les entreprises, qui font tous partie de la solution pour que tout le monde puisse trouver un emploi. Et c'est dans ce cadre-là qu'on s'est intéressé au projet de loi pour le plein emploi et donc à la loi qui en découle, dont découle notamment France Travail. C'est pour ça qu'on a intitulé le webinaire comme ceci, mais il y a aussi d'autres éléments qu'apporte cette loi et puis d'autres éléments qui sont préfigurés dans le rapport qui s'appelle rapport de préfiguration, qu'on a lu, qu'on a décortiqué, qu'on a confronté à un certain nombre d'éléments qu'on a pu nous expérimenter sur le terrain, des choses qu'on a des outils, des solutions qu'on a expérimentées dans un certain nombre de départements, dans certains domaines, avec certains acteurs, d'autres outils sur lesquels on travaille actuellement. Et c'est de ça aujourd'hui qu'on souhaitait parler dans ce webinaire, c'est-à-dire s'intéresser à la fois à ce qu'apporte France Travail aujourd'hui, ce qu'apporte la loi telle qu'elle est passée et qu'elle a été adoptée définitivement hier pour les bénéficiaires, pour l'écosystème de l'insertion, pour les entreprises aussi, ce qui est pressenti à partir du rapport de préfiguration dans le domaine. Et puis la manière dont nous, tout est possible, on a la sensation qu'il est possible de se saisir très concrètement des opportunités offertes à la fois par ce texte de loi, par l'expérimentation France Travail qui a débuté dans un certain nombre de départements, qui va ensuite être évidemment élargie au reste de la France. Et aujourd'hui, précisément, on parlera plus d'éléments, de solutions et d'outils et de pistes à explorer en matière de diagnostic et d'orientation, en matière d'écosystème de l'insertion et puis de liens en spécifique avec les entreprises. Puis on a déjà prévu un second webinaire sur le sujet parce qu'il y aurait encore beaucoup de sujets à aborder qui sont en lien avec ce projet de loi. Et ces sujets-là, on les abordera du coup plutôt dans un prochain webinaire ou avec vos questions qu'on ne manquera pas de prendre à la fin de celui-ci. Vous pouvez les mettre pendant tout le long de notre exposé dans le chat. On les lira, on répondra à l'écrit à celles auxquelles on peut répondre à l'écrit, puis à l'oral à d'autres. Puis il y a un temps prévu à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Et sans plus tarder, justement, on passe à ce que change France Travail ou ce qui ne change pas. Et on commence avec un sondage que je viens d'ouvrir normalement dans le chat. La fameuse question, celle qui a déprayé la chronique dans les médias. Est-ce que vous pensez que la loi va réellement imposer des heures aux allocataires du RSA en contrepartie de leur allocation? Et on vous laisse voter. C'est pas le bon vote qui s'est ouvert, vous allez me le dire. Alors, on vous laisse voter. Ça se diffuse. Ça vote. Pour l'instant, c'est assez réparti. On a aussi des personnes qui nous répondent dans le chat. Des gens qui nous disent plutôt non, quelques oui. Et on va finir de voir le vote. On est plutôt sur un « c'est plus compliqué que ça ». Alors, Sophie, est-ce que c'est plus compliqué que ça ? Eh ben, c'est ce que je vais vous expliquer, en tout cas ce que je vais essayer de vous expliquer tout de suite. Donc on va s'intéresser à ce que France Travail change effectivement pour les bénéficiaires et notamment aborder ce sujet des 15 à 20 heures d'activité. Alors pour commencer, on va se parler du commencement, c'est-à-dire de l'inscription des bénéficiaires avec une systématisation de l'inscription à France Travail, qui est anciennement donc ce qu'on connaissait sous le nom de Pôle emploi. Ça, c'est la première chose, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on est bénéficiaire du RSA qu'on était systématiquement inscrit à Pôle emploi, et ça, c'est un peu l'objectif
de la loi telle qu'elle est passée. On va donc, dès que les bénéficiaires sont inscrits, avoir une préorientation qui va être réalisée donc, grâce à un diagnostic qui permet d'orienter les bénéficiaires vers un acteur du SPIE qui va être celui qui correspond à leurs besoins. Donc, normalement, l'acteur le plus pertinent en termes d'accompagnement. Et une fois que les bénéficiaires donc, se voient attribuer donc, ce qu'on appelle un référent unique, on a un premier rendez-vous qui va donner lieu à un contrat d'engagement. Alors, ça existait déjà, ce contrat d'engagement. En fonction du dispositif dans lequel on se trouvait, il y avait plusieurs contrats différents. Aujourd'hui, il y a un seul contrat pour tout le monde, c'est le même, c'est le contrat d'engagement, donc CE. Et dans ce contrat-là, pour les bénéficiaires du RSA, on a effectivement, pour certains d'entre eux, 15 à 20 heures d'activité qui vont apparaître. Donc, des bénéficiaires qui vont s'engager à réaliser 15 à 20 heures d'activité. Ce n'est pas 15 à 20 heures de bénévolat, ce n'est pas 15 à 20 heures de travail. Dans le terme activité, on va retrouver en fait plein de choses diverses. Donc, on peut avoir effectivement du bénévolat, hein, c'est une possibilité. On a toutes les actions d'accompagnement. Donc, dès que je vais avoir un rendez-vous avec mon référent unique, ça va comptabiliser, ça va se compter dans ces 15 à 20 heures. On a toute la formation, on a les immersions en entreprise qui rentrent aussi dans ce cadre-là. On a le passage du permis de conduire quand c'est nécessaire. Voilà, il y a vraiment plein de choses qui peuvent rentrer dans ces 15 à 20 heures. On a aussi sur ce contrat d'engagement l'offre raisonnable qui va apparaître uniquement pour les bénéficiaires qui ont un projet professionnel suffisamment défini. Et puis, on a tous les actes positifs de recherche d'emploi qui vont apparaître également. On va avoir, donc toujours dans ce qui change pour les bénéficiaires, le type de sanction qui va être revu. Et on va essayer d'améliorer les possibilités de réorientation pour qu'un bénéficiaire qui se trouve initialement dans mon dispositif, et puis en fait la situation a changé et donc une réorientation est nécessaire, on va s'arranger pour que ça se passe plus vite et mieux que ce qui est actuellement pratiqué. Concernant les personnes en situation de handicap, la loi, elle s'attarde aussi là-dessus, dans le sens où on va avoir deux grands volets. D'une part, un assouplissement des contrats de travail pour ces personnes, et d'autre part, les modalités de reconnaissance de travailleurs handicapés, donc toute cette procédure-là qui est assez complexe aujourd'hui, qui va être un peu simplifiée. Et dernier volet, concernant donc, la capitalisation et la valorisation des compétences, donc tout ce qui est donc ça rentre aussi par rapport aux formations et à toutes les compétences qu'on va pouvoir acquérir en entreprise. On a la création d'un passeport d'orientation et de formation et de compétences qui va donc permettre d'inscrire quelque part en fait l'ensemble des compétences et des formations qui ont déjà été effectuées par les personnes, et on a des modalités de transmission d'informations entre acteurs qui vont être simplifiées aussi dans cette logique-là. Alors, donc on passe à la présentation de l'écosystème de l'insertion. Donc, vous avez un petit schéma qui doit normalement apparaître sur vos écrans et qui est le schéma qui apparaît dans le rapport de préfiguration France Travail qui vous explique un petit peu comment ce réseau France Travail, donc qui est le grand chapeau dans lequel on retrouve tous les acteurs, donc comment ça s'organise. On a la première partie donc avec la gouvernance qui va reprendre les acteurs, État, collectivités, partenaires sociaux. On va avoir des comités au niveau national et au niveau territorial. Après, on a les opérateurs France Travail, c'est ceux qu'on connaît déjà, donc Pôle emploi, Cap emploi et Mission locale. Donc, tel que c'est présenté en tout cas dans le rapport, on a Pôle emploi qui se transforme en France Travail. Et puis, pour les missions locales et Cap emploi, il y avait la proposition donc, de les transformer en France Travail Jeune et France Travail Handicap. Mais donc, on a toujours des acteurs qui sont spécialisés, donc soit des jeunes, soit des personnes en situation de handicap. Et puis, en bas du schéma, vous voyez apparaître les partenaires France Travail avec les partenaires privés et les partenaires publics. Partenaires publics, ça va être les acteurs de la formation, CAF, MSA, les entreprises s'engagent. Et puis, acteurs privés, on va avoir toutes les associations. On a aussi le secteur donc, des SIAE, donc l'insertion par l'activité économique, l'école de la deuxième chance, les associations.
On a parlé à la fois des bénéficiaires, on a parlé de l'impact de cette loi et des expérimentations sur l'écosystème de l'insertion en tant que tel. On va vous en reparler en deuxième partie parce que c'est vraiment un sujet sur lequel on a pas mal d'expériences et d'expérimentations à faire valoir. Ce dont parle moins la loi, en tout cas en l'état actuel, mais dont parlait beaucoup le rapport de préfiguration, et Thibaut Guilluy on a reparlé sur les radios cette semaine, c'est l'impact que ça va avoir du côté des entreprises, puisque dans l'équation du retour à l'emploi, il y a évidemment les personnes qui cherchent un emploi, les structures qui les accompagnent pour trouver un emploi, et puis les employeurs finaux. Et ces employeurs finaux, ils vont être concernés déjà par le cadre de la loi tel qu'il a été posé depuis hier, et puis par tous les éléments qui vont en découler, notamment à 3 égards. Il est indiqué dans la loi que l'ensemble de ce qui va être mis en place du côté de France Travail est mis en place aussi pour répondre aux besoins des employeurs, et pour ça, il faut que les employeurs et les structures de l'insertion puissent se parler, puissent faire remonter des informations sur les besoins en matière de compétences, de qualifications, de capacités, de disponibilité peut-être, puissent mieux comprendre les freins au retour à l'emploi et la manière dont les entreprises peuvent peut-être justement jouer un rôle de ce côté-là. Il y a évidemment des informations à échanger pour améliorer la partie formation, et faire en sorte que les formations soient le plus adaptées possible, à la fois aux projets professionnels des personnes et puis aux employeurs finaux. Et donc pour ça, des conventions entre l'État et la région, les régions seront mises en place. Et puis il y a évidemment nécessité d'accompagner les entreprises pour qu'elles soient à même d'être compatibles et d'accueillir des publics avec lesquels elles ont peut-être moins l'habitude justement d'être mises en relation, et de proposer un circuit recrutement, intégration, fidélisation. Donc évidemment, comme on l'a vu, de nouveaux bénéficiaires vont s'inscrire chez ce qui s'appelait jusqu'à présent Pôle emploi et qui s'appellera France Travail demain. Donc ces bénéficiaires, ils vont être à la recherche d'un emploi. C'est potentiellement des parcours, des profils un petit peu différents de ceux dont les entreprises peuvent avoir l'habitude. Et donc il va falloir attirer et recruter un peu différemment ces talents, ces compétences, ces motivations, c'est savoir-faire, c'est vouloir-faire, comme on les appelle aussi parfois chez Tout est possible. Et pour ça, le fait de se faire peut-être accompagner, ou en tout cas de réfléchir avec l'ensemble des acteurs de l'insertion à comment attirer et recruter ces personnes-là va être un gros morceau pour les entreprises. Et puis, comme on a parlé, Sophie, à la fin, pareil, de la slide sur les bénéficiaires, il va y avoir un répertoire de gestion des carrières qui va être mis en place et qui sera partie intégrante du passeport sur les compétences dont on vous a parlé, et qui permettra aux entreprises d'indiquer justement comment se sont passées peut-être les immersions professionnelles, les stages, voire les emplois des personnes, de valider un certain nombre de compétences qui n'auront peut-être pas eu une qualification, mais qui vont avoir une forme de reconnaissance de la part des employeurs, et qui permettront ensuite aux personnes de capitaliser sur les retours et puis de les valoriser auprès de potentiels futurs employeurs. Donc voilà ce qui est pour l'instant dans la loi côté entreprise, et on verra dans une deuxième partie justement un petit peu nous les propositions qu'on a à ce sujet. On en termine là avec du coup la première partie qui présentait ce qui est actuellement dans la loi telle qu'elle est passée. Encore une fois, on ne peut s'appuyer que sur le texte de loi actuel. Un certain nombre de décrets doivent encore être pris, et puis un certain nombre d'éléments vont pouvoir être ajustés au regard d'expérimentations qui sont aujourd'hui mises en place. Et on se demandait justement, pour démarrer la deuxième partie autour des opportunités à saisir concrètement, si vous aviez une idée du nombre de départements qui étaient aujourd'hui impliqués dans cette fameuse expérimentation France Travail qui va nourrir la suite justement de France Travail et sa mise en œuvre réelle. Donc vous avez commencé à voter, on va poursuivre un petit peu les votes, mais on a un 18 qui se détache très fortement. Et du coup, Sophie, je vais te passer la parole pour nous dire ce qu'il en est. Effectivement, c'est bien 18 départements qui vont expérimenter France Travail.
et qui commencent déjà à expérimenter dans leur territoire. Donc, la réponse est exacte. Et là, vous avez une petite carte qui reprend l'ensemble des territoires. Et donc, vous avez également un territoire d'outre-mer qui sera concerné par cette expérimentation. On va poursuivre sur nos propositions, donc les propositions de l'association concernant notamment donc, le diagnostic et les orientations. C'est un sujet qui nous a beaucoup intéressés. Et donc, la première préconisation qu'on ferait, c'est déjà de baser ce diagnostic sur une compétence professionnelle humaine, de vraiment se rendre en capacité de rencontrer les bénéficiaires, alors soit de manière physique, soit par voie téléphonique, mais que chaque bénéficiaire puisse, dans un premier temps, se retrouver face à un humain. Derrière, donc, on est conscient que les algorithmes permettent en fait un appui à ces compétences-là, mais on insiste sur l'importance de se retrouver face à quelqu'un avec qui on peut échanger. Derrière, on a pour l'idée en fait de baser le diagnostic sur un plan d'action. C'est-à-dire, je réalise le diagnostic qui va aboutir à un plan d'action et à partir de ce plan d'action, on pourra réaliser une orientation vers l'acteur qui sera en capacité d'accompagner à la réalisation du plan d'action. Donc ça, c'est un petit peu notre idée. Et la dernière partie de cette proposition, elle consiste à dire en fait que chaque acteur devrait être une porte d'entrée potentielle et se rendre en capacité de réaliser un diagnostic donc qui serait harmonisé partout. Mais alors, par exemple, si on reprend les partenaires sociaux qu'on a vus sur le schéma, qui ne sont pas donc opérateurs France Travail, mais partenaires France Travail, on va retrouver par exemple l'école de la deuxième chance. On considère que ça pourrait être un acteur qui se rendrait en capacité de réaliser ces diagnostics. Donc, ça fait partie de nos propositions. Et puis, une deuxième proposition qui concerne donc l'écosystème de l'insertion et particulièrement l'écosystème associatif. Et en fait, on propose, et on a déjà en fait essayé de mettre en place cette coopération entre acteurs associatifs, mais pas que, grâce à des collectifs emploi. Donc, l'association Tout est possible, donc on a mis en place une dizaine de collectifs emploi sur les territoires. Les collectifs emploi, l'idée, c'est de se dire qu'on n'a pas forcément un acteur qui a la réponse à tous les problèmes. En fait, c'est une multitude d'acteurs qui vont pouvoir aider un bénéficiaire, donc avec des parcours qui vont être fluides, parcours multi-acteurs. Et ça, c'est permis uniquement si jamais on a des cartographies déjà claires, donc savoir qui est présent et qui propose quoi sur le territoire en question, et puis des acteurs qui se connaissent entre eux. Et donc, dans ces collectifs emploi-là, c'est ce qu'on a cherché à faire. Alors, toujours dans cette thématique diagnostic et orientation, on a deux projets qu'on voulait vous présenter qui ont déjà été testés, notamment la mise en place d'un numéro vert par notre association qui a permis de réaliser ces diagnostics avec des humains au bout du fil, évidemment, grâce à une grille d'entretien qui est souple. C'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans une conversation, essayer de converser plutôt qu'essayer de remplir des cases et de rendre les choses plus simples et pour le professionnel et pour le bénéficiaire. Et puis, un deuxième projet qui a pris la forme d'un outil numérique, toujours dans cette idée de faciliter les réorientations et les orientations d'ailleurs. Donc, moncollectifemploi.fr, c'est un outil qui prend en fait la forme d'un GPS qui permet de bien identifier qui sont les acteurs et de quoi ils disposent comme outil pour accompagner les bénéficiaires. Et puis, il y a deux autres choses qu'on est très intéressés de tester à l'avenir. Deux autres projets. Alors déjà, l'outil, donc ce que vous voyez en bas, je commence par la fin. Cette méthode de diagnostic partagé et cette porte d'entrée en fait multiple, l'idée que tous les acteurs pourraient avoir un diagnostic harmonisé, humain, etc., qui permettrait d'entrer dans le réseau France Travail. C'est la première chose qui nous semble intéressante. Et puis la deuxième chose, c'est un outil qu'on a développé là récemment, qui est à peu près au point, et qui est en fait un outil qui permet de mesurer le degré d'éloignement à l'emploi. L'objectif, c'est de dire, j'ai un acteur qui va accompagner une personne, mais pas jusqu'au bout. Donc, à la fin, on n'aura peut-être pas forcément
une sortie en emploi, mais peut-être que cet acteur aura permis de rapprocher la personne de l'emploi. C'est-à-dire qu'au début, j'arrive très éloignée de l'emploi, je ressors un petit peu plus proche. Et donc, on a quand même une valorisation de ce travail-là qui serait permis notamment par l'outil de mesure. Et donc, ça valoriserait aussi le travail qui est réalisé par tous les acteurs. Toujours dans nos propositions sur comment se saisir à la fois donc, du cadre qu'on vous a présenté au début et puis de l'opportunité d'expérimentation. Voilà, là, il y a les expérimentations sur les territoires. On vous avait remis la carte juste avant, mais avant ça, il y a eu des expérimentations qui ont été menées dans le cadre du SPIE. Nous, on a fait partie de certaines de ces expérimentations. On a travaillé main dans la main avec des territoires, des acteurs, pour justement tester des manières de fonctionner avec des acteurs qui sont sur le terrain tous les jours et qui voient bien dans quelle direction aller pour mieux accompagner les personnes. On a quelques propositions justement sur la partie en lien avec l'entreprise qui détiennent évidemment une partie de la solution du retour à l'emploi des personnes. Et donc pour ça, on a deux éléments principaux qu'on accompagne chez Tout est possible aujourd'hui, à la fois dans plusieurs territoires, mais aussi avec plusieurs types d'entreprises, voire d'institutions très très différentes. Le premier, c'est vraiment le fait de pouvoir passer par l'immersion professionnelle pour permettre aux gens de tester, de découvrir les métiers, la réalité des environnements de travail, la réalité du terrain, la réalité des missions. Peut-être de découvrir que quelque chose n'est pas fait pour eux, mais de découvrir une chose en plus sur eux et de pouvoir ensuite affiner leur projet professionnel et de repenser du coup avec les entreprises, leurs offres d'emploi, les canaux de diffusion pour réellement toucher celles et ceux qui aujourd'hui ne les voient parfois juste pas passer parce que c'est dans des canaux de diffusion qui ne suivent pas, ou alors face auxquels ils ne se sentent pas légitimes à répondre en se disant bah non, vu comment est formulée cette offre d'emploi, vu ce que moi je mets comme réalité derrière de ce que j'en connais, c'est pas fait pour moi et donc je ne postule pas, ce qui fait qu'on a à la fois des gens qui ne trouvent aucune offre d'emploi qui leur convient et à la fois des entreprises qui ne trouvent personne dans une équation qui semble pourtant si simple à résoudre. Et donc, il y a tout un accompagnement autour du diagnostic des offres et de repenser ces offres et ces canaux de diffusion. Et puis, il y a l'accompagnement des entreprises pour qu'elles se rendent plus inclusives et en tout cas compatibles avec les profils et les parcours des personnes qui vont peut-être leur être présentées, qui vont pouvoir tester tous les nouveaux canaux que va proposer France Travail. Et donc pour ça, un accompagnement aux entreprises pour rendre les processus de recrutement, d'intégration, de fidélisation plus compatibles, pour permettre aux candidats de démontrer leur capacité parfois d'apprendre aussi. Il est possible de recruter des personnes qu'on va former ensuite. Et puis, pour impliquer l'ensemble des collaborateurs, même les collaborateurs actuels, dans cette dynamique plus inclusive, en tout cas dans tout ce qu'on a pu expérimenter jusqu'à présent, le fait d'avoir les collaborateurs actuels qui sont impliqués dans la dynamique permet en fait une fidélisation de l'ensemble des collaborateurs et puis de se rendre compte que se rendre plus inclusif avec un public entrant, c'est aussi se rendre plus inclusif avec ses collaborateurs actuels et parfois ça permet de découvrir des talents, des compétences ou de garder des personnes plus longtemps. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aujourd'hui complètement expérimentable sur tout un tas de territoires France Travail. Et on vous a mis un petit récapitulatif d'outils et de propositions vraiment qu'on vient poser sur la table qui ont déjà été testés et qui pourraient être disséminés, dont une fresque des entreprises inclusives qui permet justement de sensibiliser, de prendre conscience, mais aussi de co-construire un plan d'action concret pour aller vers une entreprise plus inclusive. Tous les outils qu'on va avoir, nous, dans notre projet qu'on appelle MageRH et qui permettent des processus de recrutement, d'intégration plus inclusifs, mais aussi de capitaliser sur les compétences et talents et pourquoi pas nourrir le passeport dont on vous a parlé un peu plus haut. Alors, bien sûr, c'est des outils et des solutions qui sont très complémentaires de choses qui existent actuellement. Chez Tout est possible, on a vraiment l'habitude de dire qu'on n'est pas là pour réinventer l'eau chaude. Il y a déjà énormément d'acteurs sur les territoires qui
font les mêmes constats et qui, bien sûr, ont déjà testé un certain nombre de solutions. Donc, chaque fois qu'on arrive, nous, avec une proposition de solution ou d'outils nouveaux ou nouvelles, c'est parce qu'on a identifié qu'il manquait peut-être un tout petit complément pour peut-être certaines personnes ou pour certaines situations. Et on va venir les apporter en complément de ce qui existe déjà. Mais typiquement, nos outils MageRH sont souvent très compatibles avec les dynamiques qui sont lancées par les regroupements comme les entreprises s'engagent, qui aujourd'hui mettent énormément de choses sur le tapis aussi de ce côté-là. Et puis, évidemment, une proposition de lien avec l'écosystème de l'insertion qui soit rénové. On l'a vu tout à l'heure, le réseau pour l'emploi que va désormais proposer France Travail, c'est un réseau dans lequel, évidemment, il est nécessaire de favoriser l'interconnaissance entre les acteurs de l'insertion en tant que tels, mais c'est aussi un réseau qui pourrait permettre aux entreprises et aux employeurs de manière générale d'être en interaction avec l'écosystème de l'insertion, de leur faire connaître les besoins, les interrogations, les éléments sur lesquels il faudrait peut-être travailler avec les bénéficiaires, et puis de mieux connaître aussi à la fois les contraintes, les appétences, les capacités des bénéficiaires en question, les problématiques dites de freins périphériques à l'emploi. Le projet de loi, enfin la loi d'ailleurs qui a été adoptée du coup hier, s'est notamment attardée sur la problématique de la garde d'enfants, mais il y en a plein d'autres. Et donc, ce lien rénové pourrait permettre de réellement s'adapter aux spécificités des territoires et aux spécificités de certaines entreprises ou de certains groupes de bénéficiaires dans les différents territoires. Et évidemment, c'est un lien qui passerait par une cartographie à jour et précise, par des nouveaux formats de rencontres. Il y en a plein qui sont testés chaque jour sur le territoire et avec de nombreuses structures qui inventent de nouvelles manières de faire se rencontrer employeurs et potentiels futurs employés. Et puis par la co-construction à la fois d'une grille de besoins et d'une grille d'évaluation de comment tout ça fonctionne pour que toutes les parties prenantes, justement, prennent partie à cette aventure-là. Donc voilà pour quelques éléments qu'on peut proposer du côté entreprise pour rester dans notre schéma. On a beaucoup parlé pendant cette demi-heure. L'objectif, c'était à la fois de vous brosser un petit peu le sens dans lequel va France Travail, de récapituler certains des éléments qui sont dans la loi. Vous aurez accès à ce support de présentation. Et puis, si vous cliquez sur le bouton qui est en bas de votre écran, qui s'appelle « Recevez nos docs », vous pouvez nous indiquer les autres documents qui peuvent peut-être vous intéresser dans les éléments sur lesquels on est peut-être passé un peu vite autour du numéro vers emploi, autour des outils MageRH, autour des collectifs emploi, etc. N'hésitez vraiment pas à nous en faire part ou par ce petit questionnaire qu'on vous propose de remplir ou en nous envoyant un mail trouvant sur les réseaux sociaux. Mais on est aussi là pour répondre à vos questions, certaines auxquelles on va répondre maintenant, d'autres où on vous indiquera qu'on vous renvoie très certainement à notre prochain webinaire dans lequel on sera en capacité de vous parler d'abord d'autres éléments dont on n'a pas du tout parlé peut-être cette fois-ci parce qu'on n'en avait pas le temps, ou d'autres éléments pour lesquels on a besoin d'attendre à la fois les décrets d'application, à la fois le résultat de certaines expérimentations pour pouvoir s'avancer sur le sujet. Je vais aller regarder dans le chat. On a des questions qui nous sont arrivées. Une question sur l'outil de mesure du degré d'éloignement à l'emploi. Est-ce que Sophie, tu veux en dire 2 mots et puis qu'on puisse ensuite vous envoyer peut-être des petits compléments par écrit si ça ne suffit pas. Alors, cet outil de mesure, l'idée, c'est vraiment de se demander quels sont les obstacles qui empêchent un bénéficiaire de retrouver le chemin de l'emploi, de retrouver un emploi tout court, et quelles sont en fait les actions à mettre en place pour lever ces difficultés. Donc, chaque action est listée. On a une liste très longue d'actions potentielles qui permettent de se rapprocher de l'emploi. Et elles sont, donc on va en fait, par un diagnostic, s'amuser à cocher toutes les actions à réaliser. Ça va nous donner une forme de plan d'action. Et pour chaque action, on va se poser une question qui est essentielle à nos yeux, c'est de se demander à quel point le fait de la réaliser ou de ne pas la réaliser
ça m'éloigne ou ça me rapproche de l'emploi. Ça m'éloigne rarement, hein, parce qu'on n'a que des actions positives, mais en tout cas, ça me rapproche de l'emploi. Je prends un exemple simple, le permis de conduire. À quel point il est essentiel de le passer pour retrouver un emploi. Si j'habite en ruralité, ça va être fortement coté puisque ce permis de conduire, il semble essentiel. Si j'habite en plein centre de Paris, ça va être très faiblement coté parce que je peux trouver du travail sans ce permis de conduire. Et c'est en fait le cumul de toutes ces actions et de toute leur importance dans le chemin du retour à l'emploi qui va nous permettre de scorer et d'avoir une idée de à quel point je me retrouve très loin ou pas si loin que ça de l'emploi. Et si vous voulez plus de précision, du coup, on a une petite présentation à la fois de cet outil qu'on peut tout à fait vous envoyer. Donc, je vous invite à remplir le petit questionnaire pour qu'on vous le renvoie. Et puis, évidemment, on est aussi en capacité de prendre un temps d'échange. On a vu dans les inscrits qu'on a un certain nombre de professionnels de l'accompagnement. Et bien sûr, on serait absolument ravis même de pouvoir en débattre avec des personnes qui seraient susceptibles de l'utiliser ou qui s'interrogeraient sur ce sujet-là. C'est aussi tout l'objet d'avoir présenté là un certain nombre d'outils et de solutions qui sont proposées. Nous, on est toujours très partants pour les tester sur de nouveaux territoires ou avec de nouveaux acteurs, ou pour les tester ou pour les disséminer, et puis évidemment pour les adapter, parce que c'est sûrement pas à vous qui nous regardez qu'on va apprendre que les situations, les territoires sont toujours spécifiques et qu'il y a toujours des adaptations et des ajustements à faire. Typiquement, notre numéro vert dont a parlé Sophie tout à l'heure est quelque chose qu'on a à la fois testé dans le Nord, dans le département du Nord et dans le département de la Côte d'Or. Il y a évidemment beaucoup de similitudes, à la fois dans ce qui a été proposé, à la fois dans les conclusions qu'on a pu en tirer, mais il y a aussi pas mal de différences et il y a des adaptations et des ajustements à faire systématiquement pour s'adapter aux réalités des territoires. On a une question autour de est-ce qu'un demandeur d'emploi qui aurait fait une immersion sur un territoire au sein d'une entreprise pourrait se positionner sur un emploi au sein d'un autre territoire ou au sein de la même entreprise présente sur un autre territoire. Alors là, évidemment, là, dans le cadre de la loi telle qu'elle est passée et des décrets d'application qui ne sont pas sortis, c'est très compliqué de répondre à cette question, en tout cas sur le plan de la légalité. Ce qui est certain, c'est que nous, de notre côté, dans la manière dont on a pu expérimenter jusqu'à présent justement l'immersion professionnelle comme un outil de retour à l'emploi, c'est quelque chose qui doit être possible. C'est-à-dire que il y a des gens qui vont avoir besoin d'une immersion professionnelle pour aller découvrir la réalité d'un métier. Et il est évident que si l'environnement de travail ou la réalité de ce métier-là ne peut pas leur convenir, il faut qu'ils puissent continuer cette recherche différemment. Après, pour autant, il ne faut pas non plus que ça soit une porte ouverte, par exemple, à ce que des entreprises fassent multiplier les immersions professionnelles à des personnes alors qu'elles seraient en capacité de les embaucher. Et ça sera évidemment des éléments qui seront précisés dans la loi par la suite. Mais l'objectif, évidemment, c'est d'avoir à la fois quelque chose de souple et qui permette aux personnes d'accéder à des emplois qui les intéressent, qui leur conviennent et dans lesquels ils puissent s'insérer de manière pérenne, parce que l'insertion pour l'insertion qui se termine 3 semaines plus tard, c'est quand même un tout petit peu moins intéressant. On a une question qui est pour toi, Sophie. Quelle marge de manœuvre pour les professionnels dans les territoires, donc j'imagine les professionnels de l'accompagnement plutôt, et les professionnels de l'écosystème de l'insertion, quelque part? Alors, si on regarde la loi, il y a rien qui bride les professionnels, en tout cas dans leur méthode d'accompagnement. On ne va pas évoquer tant d'heures d'accompagnement, tant de fois par semaine, avec telle méthode, tout ça. On laisse toujours la main aux professionnels de réaliser leur métier et le travail social avec leur expertise qui leur est propre. Après, cette loi a aussi pour objectif de faire rentrer ces pratiques-là dans un cadre spécifique et de leur donner soit des nouveaux outils, soit des nouvelles contraintes. Par exemple, les 15 à 20 heures qui rentrent dans le contrat d'engagement, c'est une nouvelle contrainte, c'est une obligation pour les référents uniques de faire apparaître ces obligations-là dans ces contrats qui sont systématisés. Donc voilà, il y a un côté plus de choses systématiques, notamment l'inscription à Pôle emploi à côté de laquelle on a pu en passer, mais dans le travail de dentelle, on peut encore
des professionnels qui ont leur propre marge de manœuvre. Et on peut s'en réjouir, à mon avis. Voilà. Après, il est difficile de se positionner de manière très tranchée sur cette question, puisqu'on attend évidemment les décrets d'application qui vont peut-être soit venir renforcer les contraintes, soit donner plus de marge de manœuvre. Mais ça, dans le détail, on a encore besoin d'attendre un petit peu avant de donner une réponse plus tranchée. Et effectivement, c'est dans nos propositions aussi que de laisser un maximum de cette souplesse et de cette marge de manœuvre. C'est quelque chose dont on pourra peut-être parler dans le deuxième webinaire qu'on va consacrer à cette question. On a une question autour des 20 heures, des 15 à 20 heures de coût d'activité. Vont-elles favoriser le travail en SIAE avec des contrats d'insertion qui sont souvent de 10, 15 ou 20 heures? Alors là, on rentre dans la finesse du détail à la fois du SIAE et des 15 à 20 heures d'activité. Et donc, c'est encore à toi de répondre. Alors, le travail, de manière générale, rentre dans ces 15 à 20 heures. Que ce travail soit d'ailleurs réalisé en SIAE ou en entreprise ordinaire, ce qu'on ne le dit pas assez souvent et on aimerait bien le dire ici, on a une partie assez importante des bénéficiaires du RSA qui travaillent sur des contrats de courte durée, de l'emploi précaire, pas forcément suffisamment rémunérés, donc qui ne permettent pas une sortie du dispositif RSA, mais toutes les heures de travail, qu'elles soient réalisées donc, dans le secteur de l'insertion par l'activité économique ou en milieu ordinaire, vont pouvoir être comptabilisées a priori dans ces 10, 15, 20 heures, 15 à 20 heures dans la loi d'activité. Après, pareil, il ne faut pas oublier que territoire par territoire, dans ces fameuses 15 à 20 heures, on va pouvoir faire entrer ou sortir des choses différentes. La loi ne va pas prendre la même forme dans chaque territoire et il y a une marge de manœuvre qui est aussi accordée à chaque département. On a répondu à la question autour des SIAE et puis des 15 à 20 heures d'activité. Comme les questions se bousculent et qu'on termine dans 5 minutes, j'enchaîne rapidement, mais n'hésitez pas à nous dire si vous avez besoin de compléments d'information. On a une question autour de comment France Travail va monter en compétence sur la question du handicap. Donc, comme on vous l'a montré tout à l'heure, en tout cas dans le schéma tel qu'il est prévu dans le rapport de préfiguration, finalement, le réseau France Travail va déjà s'appuyer sur l'expertise des acteurs qui travaillent déjà avec les personnes en situation de handicap. Donc aujourd'hui, notamment Cap Emploi, mais aussi toutes les associations qui ont développé une expertise autour de ce sujet-là. Donc l'objectif, évidemment, c'est que les personnes en situation de handicap puissent continuer d'être accompagnées par des acteurs qui connaissent bien ce sujet-là et qui vont être en capacité de les accompagner au mieux. Il y a évidemment la question ensuite de comment on va aider les entreprises à s'adapter peut-être au fait de recruter ces personnes-là aussi. Et ça, c'est quelque chose qui reste à définir. Mais normalement, le cadre, en tout cas, des expérimentations France Travail permet de tester un certain nombre de solutions et de réponses sur ce sujet-là. Et puis, il y a la question un peu plus globale de la santé des demandeurs d'emploi et de la manière dont, justement, ils vont pouvoir, elle va pouvoir être prise en considération dans toute la réflexion accompagnement et insertion. Donc là, le projet de loi a quand même un certain nombre d'articles, enfin la loi, il faut que j'arrête de dire projet de loi, mais jusqu'à hier, c'était un projet de loi, un certain nombre d'articles justement qui portent sur la modification de différents codes qui touchent à la santé et au handicap pour dire que vraiment, il va falloir que France Travail puisse se saisir de cette question-là. Donc, on va voir si dans les décrets d'application, justement, on a des éléments pour former aussi peut-être des personnes au sein du réseau France Travail qui jusque-là ne travaillaient pas particulièrement avec des personnes en situation de handicap, à tenir compte, à prendre en considération ces éléments-là, à accompagner les entreprises dans l'accueil des personnes qui pourraient être justement dans ces situations. Mais aujourd'hui, de ce qu'on a pu en voir à la fois dans le rapport de préfiguration et dans la loi telle qu'elle est passée à ce stade, on a essentiellement une expertise qui viendrait des acteurs qui travaillent déjà avec les personnes en situation de handicap. Je ne sais pas, Sophie, si tu veux compléter sur le sujet. On a encore des questions qui arrivent. Merci à tous et à toutes déjà pour vos questions. On va essayer
de répondre à toutes très rapidement sur les partenaires de France Travail avec du secteur médico-social. Alors là, pareil, hein, vraiment, la loi ne rentre pas dans ce détail-là. En revanche, un certain nombre d'expérimentations que le gouvernement, d'ailleurs, est allé regarder hein, dans le rapport de préfiguration. Ils indiquent toutes les expérimentations sur lesquelles ils se sont basés pour à la fois dresser des constats et proposer un certain nombre de solutions. Ils sont allés voir, évidemment, les expérimentations qui se montent un petit peu aux quatre coins de la France autour justement du lien entre retour à l'emploi et questions médico-sociales. Et donc, l'idée justement de ce réseau pour l'emploi un petit peu élargi qui ferait travailler tout l'écosystème de l'insertion d'un territoire pour favoriser le retour à l'emploi, c'est de pouvoir inclure les acteurs du médico-social en tant que de besoin dans les différents éléments. Mais là, pour le coup, vous allez dire que je le dis beaucoup, mais c'est vraiment dans les expérimentations, et notamment dans les territoires qui expérimentent en ce moment, qu'il faudrait aller tester des solutions pour impliquer au mieux les acteurs du médico-social dans le retour à l'emploi, de manière à pouvoir dire à la fin de cette phase expérimentale à quel point c'est important, parce que nous, on en est convaincus, en tout cas chez Tout est possible, que c'est important d'impliquer les acteurs du médico-social et d'expliquer de quelle manière on peut justement travailler au mieux entre acteurs de l'insertion, acteurs de l'emploi, employeurs et puis acteurs du médico-social. On a une question autour de la détection de potentiel. Existera-t-elle toujours? Je vais te repasser la balle, je pense, là-dessus. C'est en lien évidemment avec le diagnostic et l'orientation. Alors, difficile de répondre comme ça. Si par détection de potentiel, on entend par exemple le transfert de compétences d'un métier à l'autre, par exemple, les cas classiques qu'on prend, c'est dans le cas, je sais pas, j'ai travaillé dans le secteur du bâtiment, je me suis blessée, j'ai acquis plein de compétences qui en fait sont transférables sur d'autres métiers. Ça, c'est un travail qui en fait est très en lien avec le travail social et le travail que font les personnes qui accompagnent les publics. A priori, ils n'arrêteront pas de faire leur métier, ils continueront dans cette optique. Le passeport compétences dont on se parler va permettre de favoriser, en tout cas on peut l'espérer, ce type de détection de potentiel, parce que noir sur blanc, on aura écrit les expériences, les compétences et les possibilités que ça engendre derrière. J'aurais tendance à dire oui, a priori, elle existera toujours et elle s'est peut-être même accentuée avec ces nouveaux outils par la suite. Je réponds en parallèle pour représenter rapidement l'association parce qu'il nous reste une petite minute et du coup je vais répondre à une dernière question, celle autour de est-il envisagé de mettre en place un interlocuteur unique pour les entreprises en connexion à l'ensemble de l'écosystème. Alors ça aussi, c'est quelque chose qui n'est pas du tout précisé actuellement dans la loi, mais l'objectif, effectivement, on l'a dit, c'est de simplifier finalement l'architecture pour toutes les personnes qui, jusqu'à présent en tout cas, étaient plutôt extérieures à l'architecture du retour à l'emploi. On a entendu d'ailleurs Thibaut Guilluy en parler sur France Inter, si je ne m'abuse, hier. Et justement, de se dire qu'aujourd'hui, il y a une myriade d'acteurs et de dispositifs qui aident au retour à l'emploi et qui font d'ailleurs des choses assez fantastiques dans tous les territoires. Nous qui nous baladons beaucoup, on le voit beaucoup. Et qu'il peut être compliqué à la fois pour les bénéficiaires, mais à la fois aussi parfois pour les entreprises qui souhaitent s'y connecter, de justement trouver à quelle porte aller frapper. Et donc la question de savoir si les entreprises vont être en capacité d'avoir un interlocuteur unique qui puisse les rediriger vers le bon acteur ou le bon dispositif ou voilà peut se poser. Dans le rapport de préfiguration, c'est plutôt vers ça que ça semblait tendre, hein, avec le fait que Pôle emploi pourrait avoir de nouveaux conseillers entreprises. Ça existe déjà. Il y en a déjà évidemment chez Pôle emploi, mais qui pourrait prendre une ampleur un petit peu différente dans le cadre de France Travail pour consister en un interlocuteur unique pour les entreprises et pour leur indiquer un petit peu justement comment
j'allais dire, utiliser au mieux le réseau France Travail pour essayer de recruter plus largement, surtout pour les entreprises qui ont du mal à recruter. Après, la question de savoir si ça doit être un interlocuteur unique ou si l'ensemble de l'écosystème de l'insertion peut aussi être sensibilisé à être la bonne porte d'entrée pour les entreprises comme pour les bénéficiaires, c'est une question qui est en suspens et qui est testée un petit peu différemment dans les différents territoires. Je vais vous remercier parce qu'il est 14h46 et qu'on avait annoncé 45 minutes de webinaire. On essaye de s'y tenir. Vraiment un grand merci pour votre participation, à vous qui êtes là en direct, mais aussi aux personnes qui vont nous regarder en replay. N'hésitez vraiment pas à nous indiquer votre intérêt. Alors déjà pour le webinaire, on est toujours preneur, évidemment. Vous pouvez cliquer du coup sur recevez nos docs pour qu'on puisse vous envoyer un maximum d'informations complémentaires ou peut-être pour provoquer un échange avec vous si vous avez été intéressé par une partie spécifique des éléments qu'on a pu présenter. Comme je vous le disais, alors on a un prochain webinaire qui ne porte pas sur France Travail en particulier, mais plutôt sur l'immersion professionnelle le 7 décembre. Donc, si c'est cette partie qui vous a intéressé, n'hésitez pas à vous connecter ce jour-là. Et puis, on a déjà prévu un webinaire le 20 décembre qui, normalement, est en ligne ou va bientôt être en ligne. Vous pourrez bientôt vous y inscrire sur comment aller plus loin pour le plein emploi. Donc, peut-être à partir du cadre de la loi tel qu'il est désormais proposé et puis des différentes expérimentations, comment prolonger les questions qu'on s'est posées aujourd'hui et comment prolonger les propositions qu'on a pu formuler aujourd'hui. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on est très preneur de vos retours sur ce webinaire pour pouvoir peut-être préparer le prochain en ayant en tête les questions que vous vous posez et en y apportant des éléments de réponse au regard de ce qu'on a pu nous tester sur les territoires et dans les différents secteurs. Encore un immense merci et on vous souhaite une excellente après-midi avec toutes ces informations nouvelles en tête et on espère vous retrouver très bientôt sur Webikeo. Au revoir.